bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour revenir sur le mois de mars idyllique du Paris Basketball. Ou plutôt même, on pourrait dire, sur les 2 derniers mois de rêve du club parisien, qui, je vais vous le rappeler, qui n'a plus connu la défaite depuis la fin janvier et une rencontre à Strasbourg. Alors, on a déjà parlé de ce qui s'est passé au mois de février, avec notamment nos débriefs sur la Leaders Cup. Voilà, aujourd'hui, il est question de s'intéresser à la fin du mois de mars et aussi plus globalement de l'énorme série que le Paris Basketball est en train de produire. Et pour en parler, j'accueille avec moi Flavien. Comment vas-tu ? Salut, salut, bah enfin de retour au micro. Plutôt content de retrouver les podcasts, voilà. Et de voir que Paris ne s'arrête pas de gagner. Ouais, justement, elle est pour quand la prochaine défaite, Flavien ? Parce que tu m'en parles depuis des semaines, je crois, à chaque match, tu me dis là, on va le perdre celui-ci, mais elle est pour quand là ? Parce qu'elle n'arrive pas. Ça fait une semaine que je pensais qu'on allait perdre contre Nanterre. Donc, moi, je ferme ma bouche. Bon, moi aussi, j'y pensais avant qu'on apprenne les futures absences nantériennes. Mais voilà, on va revenir sur tous ces matchs. Et notamment, d'ailleurs, on va d'abord faire un peu des débriefs globaux sur les matchs du mois de mars que nous n'avons pas débriefés. D'abord, en championnat, Paris a successivement, depuis la mi-mars, battu Nancy, Limoges et Nanterre. Plus de 33 points d'écart de moyenne sur ces 3 rencontres. Flavien, Paris a littéralement, alors que c'était pendant, il y a eu juste avant cela le quart de finale d'Eurocup. Pendant ces matchs-ci, il y a également eu la série de demi-finales de Londres dont on va parler après. Mais Paris, malgré ses échéances européennes, a littéralement roulé sur ses adversaires en championnat et c'est encore plus impressionnant quand on sait qu'il y a d'autres échéances qui avaient lieu pendant ces matchs-là. Ouais, c'est marrant parce qu'en plus, moi, je pensais que, voyant l'Eurocup arriver, donc ce fameux mois de mars, où il y avait énormément de matchs, on l'avait plutôt bien signalé avant le début du mois. Je me suis dit: «Bon, bah, le championnat va un peu perdre de sa saveur pour les Parisiens parce qu'il y a l'Eurocup qui est l'objectif majeur de la saison». Tu vois qu'il y avait, 5 matchs de championnat et potentiellement 4 matchs d'Eurocup, il y en a eu 3 finalement et tu te retrouves à la fin d'un mois de mars où, bah, tu n'as pas perdu, tu n'as pas tremblé même, on va dire, parce qu'il y a aucun match quasiment, peut-être en début de mois, quand tu as joué Gravelines ou Dijon, mais c'est des détails et tu vois là, sur les on va dire les 15 jours, 3 dernières semaines, le niveau de jeu, affiché par Paris est affolant et il y avait en fin janvier, début février, du coup, on se disait: «Bah, attention, tu peux glisser au classement». Tu étais 4e, 5e avec, Nanterre et Bourg, on va dire, au classement et là, maintenant, tu as retrouvé ta deuxième place assez, bah, d'une belle manière, et tu peux même aborder du coup, on va dire le mois d'avril plus sainement avec, cette finale d'Eurocup qui se profile et te dire, bon, bah, tu peux quand même avoir, au moment des playoffs de Betclic Elite qui vont arriver mi-mai, un seed qui te permet, bah, d'espérer même, bah, avoir un quart de finale déjà simple, mais une demi-finale qui ne serait pas Monaco et donc, bah, pourquoi pas une finale, on sait pas. Donc vraiment le mois de mars là, moi m'a énormément surpris, de par les résultats qui te mettent dans une situation vraiment excellente. Ouais, cette dernière série de matchs en championnat, elle est particulièrement impressionnante parce que si tu le disais, Paris a également gagné au début du mois de mars à Blois, à Gravelines, à Dijon, mais c'était un petit peu plus dans la difficulté. Là, sur les 3 derniers matchs de championnat contre Nancy, Limoges et Nanterre, on a retrouvé un petit peu le Paris du début de saison qui ne laisse vraiment aucun espoir à ses adversaires. Je l'ai noté là, à la mi-temps de ces 3 derniers matchs, il y avait +24, +20 et +11. Donc Paris, en plus, à chaque fois très très bien débuté, alors que justement, tu le disais, avec les matchs d'Eurocup, tu peux des fois avoir un petit peu la tête ailleurs, tu peux avoir du mal à te remettre dedans dans ta rencontre de championnat. Et là, justement, les Parisiens, ils se sont dit, on va, comment dire, très bien débuter pour ensuite gérer plus tranquillement et justement pouvoir mettre quelques joueurs un petit peu au repos. Donc c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment impressionnant. On retrouve le Paris du début de saison, alors qu'il y a encore plus de matchs, alors qu'il y a la fatigue qui s'accumule forcément au fur et à mesure de la saison. Là, on rentre dans le dernier tiers de la saison, donc il peut y avoir un petit peu de fatigue qui s'accumule. Mais non, là, Paris, ils sont vraiment focus du début à la fin de leur rencontre. Et puis, forcément, c'est très, très impressionnant et très, comment dire, encourageant pour la suite parce que le calendrier va pas se réduire au mois d'avril, ni au mois de mai, normalement, si tout va bien pour Paris. Ouais et puis après, sur le mois de mars en championnat aussi, tu as eu une «chance» entre guillemets, c'est
tu as eu beaucoup de matchs en championnat, mais tu as pas forcément eu des grosses affiches, mis à part Nanterre. Tu pas eu un cadre du championnat à affronter, au moment où, bah, tu avais un autre gros rendez-vous comme l'Eurocup à dealer avec. Donc, quand tu affrontes Nancy, Nancy, ils sont très mauvais là récemment. Ils ont des blessés, ils sont venus sans, alors Thompson n'était pas là et Frank Mason n'était pas là. Donc déjà, bah, tu as les 2 meilleurs joueurs de l'équipe qui étaient absents. Ah, ils pouvaient rien faire et très rapidement, ça a été très gênant. En vrai, le match était assez long. Limoges, la semaine d'après, tu sais que tu maintenant, ils commencent un peu à remonter là, mais au moment où ils viennent à Paris, bah, ils sont pas non plus dans une, dynamique, de forme excellente et tu fais le match qu'il faut et Nanterre, quand ils viennent, même si c'était un rendez-vous, affiché comme très important pour Paris, déjà parce que c'est un derby, mais en plus, bah, tu te bats entre guillemets avec cette équipe-là pour avoir un bon seed en play-off. Bah, Nanterre, ils viennent avec des blessés. Ils ont des joueurs qui soit se blessent pendant le match, soit se font expulser. Ils se retrouvent à faire jouer, Fischer et Kalemba qui sont des espoirs qui jouent, 15-20 minutes chacun, et qui, sont encore un peu frêles pour le niveau du championnat et tu te retrouves encore une fois avec un match facile. Tu le dis, il y avait +11 à la mi-temps, mais en fait, visuellement, il y avait vraiment un monde d'écart entre les 2 équipes. Donc c'est extrêmement rassurant de voir que tu as eu des matchs quand même plutôt faciles en championnat et que les matchs faciles, tu les as, pris de la bonne manière et que tu es allé chercher, bah, toutes les victoires facilement, sans avoir de blessés, sans donner trop d'énergie, tu vois? Contre Nanterre, tout le monde a joué 20 minutes. Il y a eu tellement de rotation et tellement d'avance, heu, facilement que, bah, Isallo a pu faire les changements qu'il voulait et tu te permets, bah, je sais pas, là, on va jouer au Mans dans une semaine, heu, tout le monde a joué 20 minutes, ils vont être frais pour le week-end prochain et avoir la tête à la finale de l'Eurocup, dans la semaine d'après. Très honnêtement, la gestion de cette fin de mois de mars qui me semblait quand même assez indécise parce que tu avais ce quart de finale contre Badalone où, tu tombes probablement sur le pire tirage en quart que tu pouvais avoir. En demi-finale, Londres, c'était un cran en dessous de Paris, mais font une série correcte et ils t'ont demandé d'être à un niveau de concentration et un niveau de performance, quand même assez haut. Tu vois que finalement, chaque match, tu passes un step et ça passe crème, en fait. Donc pour l'instant, là, tu vois la dynamique de l'équipe, tu te dis: «Bah, ils ne peuvent que aller au titre de l'Eurocup». Encore une fois, croise les doigts, hein, c'est rien n'est fait du tout, ils ont beaucoup de travail. Mais la dynamique est tellement encourageante que tu vois pas encore les limites de cette équipe pour l'instant. Oui, c'est ce qui est fou, c'est que cette équipe, gère mieux son énorme planning que nous, notre planning de podcast. Donc Oh là là, voilà. il y a pas débat, hein. Isidro est meilleur coach que nous, hein. Bon, cette petite boutade mise à part, c'est vrai que je rajouterais juste qu'au-delà du niveau actuel des adversaires qu'a pu affronter Paris, qui, tu le disais, en fonction du contexte de chaque équipe, ce ne sont vraiment pas les meilleures équipes du championnat en ce moment, du fait de leur période actuelle ou des blessures qu'ils peuvent avoir. C'est aussi que Paris, là, a reçu à chaque fois sur la deuxième partie du mois de mars, alors qu'ils se sont constamment déplacés au début. Et ça aussi, bah, forcément, dans la récupération, dans ta préparation du match, bah, ça aide de jouer à la maison dans une Adidas Arena où Paris n'a toujours pas perdu. Et bah, passons à la demi-finale de Londres d'Eurocup. Tu as déjà commencé à en parler. Paris qui s'est ben, brillamment qualifié pour la finale de l'Eurocup en 2 matchs, face à Londres. Il n'aura pas besoin de belle à l'Adidas Arena pour y arriver. Premier match remporté, 99-86 et Paris a réussi à conclure, tout de suite, à Londres 85-93. Paris, bah, voilà, qui s'économise également un match, en s'évitant une belle, à l'Adidas Arena, contrairement par exemple à Bourg-en-Bresse qui va jouer contre Beşiktaş ce mercredi quand on enregistre. On est lundi là pour notre enregistrement. Mais parlons un peu de cette demi-finale face à Londres. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, le copier-coller de la saison régulière, sauf que là, bon, forcément, match à enjeu. Londres était également prêt, un petit peu plus prêt qu'en, moi, j'ai trouvé qu'on va dire que cet affrontement a pas mal ressemblé au match aller à Londres de saison régulière, je parle, en termes que Londres a réussi à matcher avec l'intensité parisienne, mais pas sur l'ensemble des 40 minutes d'une partie et surtout, je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est que les leaders parisiens ont été bien meilleurs
que ceux de Londres sur cette partie, en tout cas bien meilleurs sur la longueur des 2 matchs. Ah bah, écoute, j'allais pile parler de ça, donc c'est bien que tu me lances là-dessus. Parce que les leaders, alors la différence qu'il y a eu sur entre la saison régulière, peut-être qu'au match retour, il était là, mais il y avait David Nwaba du coup, qui a été Mmh. intégré du côté de Londres, qui je trouve a été le meilleur des Lions sur la double confrontation. Fait vraiment un bon match à l'aller, bonne perf aussi au retour, heu, mais pour moi le leader en fait de cette équipe de Londres, c'est pas David Nwaba, mais c'est Sam Dekker que moi j'ai trouvé vraiment, bah, pas au niveau, que tu attends en fait, pour essayer de rivaliser avec Paris et à l'inverse, bah, tu as TJ Shorts qui, bah, il est sur un nuage en ce moment. Tu regardes la premi la le match 1 à l'Arena, heu, moi je filmais le match, j'étais choqué. Tout ce qu'il faisait, il le faisait bien, il le faisait, au à tous les moments cruciaux, tous les moments importants du match et même si tu as jamais eu un écart incroyable, bah, dès que lui, il avait le ballon dans les mains, il se passait quelque chose. Et tu vois, en fait, depuis quelques semaines que lui, il est vraiment en mission. Ça se sent. Quand il y a le match qui se termine, contre Londres, le 1er match, heu, réaction d'après-match, lui, au micro, là, dans la salle, heu, c'est pas il dit: «C'est cool, on a gagné», c'est: «Il reste encore un match pour faire le travail et se qualifier en finale» et ils ont qu'un objectif, eux, c'est gagner. Ils s'étaient gagnés à ce moment-là les 3 derniers matchs qu'ils a gagnés, donc la demi-finale et la finale. Ils ont un objectif en tête, ils sont focus et tous les leaders, en tout cas, tu vois DJ Shorts qui est évidemment celui qu'on voit le plus, mais j'ai beaucoup aimé par exemple un Yantunen aussi au match aller. J'ai bien aimé un Colin Malcolm sur le retour alors qu'il avait pas été, performant, sur le match aller. Il y a une, hem, il y a une équipe en phase en ce moment qui est emmenée par son leader technique, son capitaine on va dire même presque vu l'importance qu'il a même dans comment il parle aux coéquipiers tout le temps et cetera. C'est lui plus le leader vocal en plus de l'effectif. Donc tu as eu une demi-finale, tu t'es rendu facile la demi-finale alors qu'elle aurait pu être, elle aurait pu être piège, heu et si on se projette un tout petit peu sur la finale, j'ai un peu de mal à voir, avec la dynamique de Bourg-en-Bresse en ce moment qui est pas dingue, tu vois? Ils ont lutté contre Dijon, ils avaient perdu à Nanterre avant, là ils sont allés à Beşiktaş, dans une salle de 16 000 personnes, on les a vus très tendus. Heu, je me dis: «Je vois pas sur une série en 3 matchs qui peut, entre Beşiktaş ou Bourg-en-Bresse, aller chercher Paris pour l'instant». Pour revenir sur ce que tu disais sur cette différence de présence des leaders dans cette demi-finale, c'est vrai que Sam Dekker sur les 2 matchs, c'est 11 points et 6 points, 40 au tir et 27. Quand tu le compares à TJ Shorts, 23 points, 21 points, 70 au tir, 50 au tir. Donc on voit vraiment, cette différence dont tu parlais et puis plus globalement aussi Paris a eu l'avantage dans cette demi-finale par rapport à Bourg-en-Bresse par exemple, de jouer un match retour à Londres dans une ambiance pas du tout hostile comparé justement au match qu'ont pu jouer les Burgiens à Beşiktaş. Donc ça aide aussi forcément dans ces matchs qui se jouent un coup à la maison, un coup à l'extérieur. Paris avait fait le travail, avait fait presque le plus dur en gagnant le match 1 et en se donnant ainsi 2 balles de match et qu'ils ont su conclure tout de suite à Londres. Mais ouais, sur cette partie, on a vu beaucoup de, beaucoup de choses qu'on avait déjà vues en Eurocup en cette saison régulière, une belle domination au rebond, pas tellement d'adresse au final, alors je ne l'ai pas là sous les yeux, l'adresse globale de l'équipe, mais Paris n'a pas eu besoin non plus de shooter exceptionnellement pour l'emporter sur ces parties, donc c'est aussi assez positif. Donc voilà, je vais pas approfondir forcément sur cette demi-finale, à moins que tu aies d'autres choses à dire, parce que là, on va désormais un petit peu dans cet épisode revenir sur tous les facteurs entre guillemets qui font que Paris a réalisé ce mois de mars, idyllique, je le disais, 9 victoires contre Nanterre. Paris a, a décroché sa 16e victoire consécutive, je le disais, ils n'ont plus perdu depuis la fin janvier. Donc on va revenir sur un peu chacun des points marquants de cette impressionnante série. Et d'abord, mais alors ça, on le mentionne depuis un long moment quand même. Alors Paris ne l'avait pas perdu quand ils avaient eu une série de matchs un petit peu plus compliquée en fin d'année dernière, début janvier, mais elle est toujours au rendez-vous et ça fait la différence justement quand il n'y a pas forcément une grosse adresse au rendez-vous. Et là, je trouve que on en parlait avant, après la leadership, que le mois de mars, elle est terrible et au final, Paris arrive toujours à avoir une intensité dingue de la première à la 40e minute, alors que par exemple,
donne juste un exemple vite fait, c'est pas forcément la comparaison est pas tout à fait juste, mais quand même, on voit que par exemple une équipe comme Monaco s'essouffle un petit peu en championnat en ce moment. Alors ils jouent l'Euroleague, dimension, physique totalement haute, niveau de jeu aussi, mais on voit que voilà, même des équipes comme Monaco qui ont, allez, 13-14 joueurs, ont du mal à enchaîner toutes les rencontres. Paris, là, en tout cas au mois de mars, n'a aucune difficulté. C'est ça qui est impressionnant, Flavien. Bah, ce qui est impressionnant, c'est pas forcément l'intensité parce qu'au final, quand tu vois le style de jeu de Thomas Izzalo, il est assez clair. Tu joues 2-3 minutes par séquence, sur le terrain. Il faut que tu sois à 110. Tu pars te reposer, 3-4 minutes, puis après tu repars. Hem, donc l'intensité, en fait, elle est forcément là parce que tu as toujours un temps de repos entre tes séquences à haute intensité. Mais ce que je trouve ultra fort et du coup, bon, en fait, on se rejoint, mais c'est juste, je trouve que c'est le niveau de jeu que tu imposes, en jouant avec comment dire? Des 5 sur le terrain qui changent tout le temps et tu as très rarement des baisses de régime dans cette équipe pour l'instant. Là, tu dis 16 victoires d'affilée. Là, le niveau de jeu que Paris a récemment, bah, même Mehdi Nguama, par exemple, qui va être le 2e, 3e meneur de l'équipe, quand il rentre, il va jouer, 12, 13, 14 minutes. Il est focus et il t'apporte quelque chose. C'est là, moi, où je trouve que cette équipe ne a vraiment un potentiel vraiment hyper intéressant. J'en discutais avec je sais plus quel membre du staff là, hier ou contre Londres, qui me disait que physiquement, ils se sentent pas fatigués parce qu'ils sont focus et même s'ils ont des entraînements de haute intensité et qu'ils jouent beaucoup de matchs, heu, on va dire que l'euphorie actuelle de, heu, de la série de victoires, de voir qu'aussi, bah, toujours i là, ils sont vraiment ancrés dans le nouveau projet et dans le projet pour lequel ils ont signé, avec la nouvelle arena. Ça change, je pense, beaucoup de choses dans leur manière de travailler, dans leur manière d'aborder les rencontres à Paris. Heu, je v plus le public un peu qui prend beaucoup plus, cause pour le Paris Basketball que quand c'était à Carpentier, qui était une salle où on n'entendait pas grand-chose et cetera. Là, il y a vraiment, je trouve, une meilleure ambiance. C'est pas dingue non plus, mais on n'est pas sur du niveau de Beşiktaş contre Bourg, mais il y a du progrès en tout cas. Hem, je trouve que toute l'équipe là a vraiment monté d'un cran et le fait que tu arrives à le répéter tous les 3 jours, tous les 2-3 jours, avec une intensité, similaire à chaque rencontre, que ce soit contre Nancy ou contre Londres, dans un match 2, moi je trouve que c'est bluffant. Ouais, sur la seconde partie de mars, ce qui est impressionnant, c'est que moi, j'ai pas noté de moment où Paris a eu un moment faible, alors qu'il a pu y avoir en début de mois contre Blois, contre Gravelines, un petit peu même contre Dijon. Mais là, sur les allez, bah, du coup, les 5 derniers matchs, c'est fou, il y a jamais de baisse de régime et quand Paris joue un petit peu moins bien, c'est vraiment en fait, là, la différence entre le plancher de Paris et son plafond, il est infime et bah, c'est ce que cherche un petit peu chaque équipe de basket entre guillemets, avoir le moins de variance entre, bah, ton pic maximal et ton pic minimal et bah, Paris en ce moment, ils y sont en plein dedans et je pense que, bah, tu fais bien de le mentionner, c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête, mais c'est vrai que la confiance accumulée là et le fait de, comme tu le disais, de rentrer vraiment dans le projet pour lequel ils ont signé, la nouvelle enceinte, la coupe d'Europe, l'Eurocup que beaucoup découvrent, même si, beaucoup avaient gagné la BCL, mais voilà, ils découvrent une autre compétition, l'envie de remporter un autre titre. Ça doit également jouer dans cette série. C'est vrai que là, ils jouent en gros, bah, là, on va dire que depuis la Leaders Cup, tous les matchs sont très importants pour Paris, entre guillemets, même si bon, les matchs de championnat ont une importance toute relative en ce moment, mais ça n'empêche pas les joueurs d'être focus à 100 et c'est ça qui est très intéressant et on le mentionnait déjà un peu avant, je vais le rajouter avant qu'on passe à un autre point. Mais c'est vrai que cette méthode de Thomas Izzalo de faire beaucoup tourner, bah, forcément tes cadres, ils sont préservés. TJ Short, il joue maximum 22-23 minutes par match, un peu plus en Eurocup, là, quand les matchs ont compté forcément. Mais, c'est sûr que personne ne dépasse 22-23 minutes. Donc tu peux enchaîner avec, cette intensité et c'est, ben, très intéressant pour Paris, alors que et j'en viens à notre deuxième point, alors que le secteur intérieur est décimé, oui oui et non. Parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup des choix. On le voit un petit peu de Thomas Izzalo. On joue quasiment, bah, sur les derniers matchs, notamment la série de Londres et encore dernièrement contre Nanterre avec
un seul pivot de métier, Leon Kratzer. Sinon, Paris joue avec, beaucoup de small ball. Comment tu vois ça toi, Flavien? Comment tu interprètes, à la fois les choix de Tuomas Cissalo et qu'est-ce que du coup tu en ressors? Qu'est-ce que tu en vois, sur le terrain de ces choix faits? Déjà, pour être un complet, alors il y a Enzo Charvin qui est blessé, enfin, de toute façon, toute la saison il était blessé, mais on prédit qu'il revient bientôt, même lui. J'avais vu sur Instagram passer qu'il il revenait bientôt. Et puis, ben, mais pour l'instant, en ce moment, c'est Michael Kessens qui fait un peu on va dire, qui est en tribune à cause des choix de d'Isalo. Bah, c'est vrai que toi et moi, en plus, on en a parlé, je sais plus dans quel podcast dans la saison. On disait: «Bah, de toute façon, tu as envie de mettre au mieux tes meilleurs joueurs», et tes meilleurs joueurs, c'est tes arrières, hein. C'est Nadir Hifzi, ça va être TJ Short, ça va être, Tyson Ward, Colin Malcolm va également. Du coup, tu privilégies de les avoir sur le terrain, mais si tu les as tous sur le terrain, effectivement, tu joues plus petit. Heu, le fait d'avoir que Kratzer à l'intérieur, c'est quand même assez léger parce que ça i d'un match à l'autre, tu lances une pièce, on va dire. Moi, j'ai le souvenir du match Ouais, 1 de 2 matchs sur 3 matchs sur 4 tu lances une pièce, ouais, tu lances une pièce et bah, et si s'il est s'il a pas pris 2 ciblé. fautes au bout de 2 minutes, c'est mort. Et bah, écoute, j'allais parler de ça parce que contre Londres au match 1, c'est exactement ce qui se passe. Mmh. C'est que il se passe, je crois, 1 minute 20. En 1 minute 20, il a déjà pris 2 fautes, il sort. Heu et par «chance» entre guillemets, mais aussi je pense parce que le plan de jeu était bien ficelé, tu as Mikael Antunen qui sort l'un de ses meilleurs matchs de la saison et qui fait 24 dévals. Mais sur la première mi-temps, Kratzer fait 3 fautes et il a joué, 4 minutes, quelque chose comme ça, alors Mmh. que c'est pas normal pour le pivot titulaire et C'était pourtant encore plus criant contre Badalone où vraiment chaque entrée, il reste 1 minute 30 sur le parquet. Mais c'est presque, j'allais dire c'est presque marrant, c'est pas forcément le bon mot, mais ça a l'air presque prévu dans le plan de jeu que et Thomas Cissalo se dit presque lui dit: «Vas-y, sois agressif comme d'habitude, parce que c'est pas grave, derrière, il y en aura qui feront le boulot», parce qu'il y a jamais de scène d'énervement quand Kratzer prend ses fautes rapidement. C'est ça qui est assez stupéfiant. On a l'impression que c'est OK, c'est un petit peu prévu, plan B, plan C, il faudra jouer small ball et c'est pas grave. ouais et puis tu vois quand même que c'est un alors plan B, plan C, mais c'est souvent le plan A des équipes adverses aussi, c'est de dès que tu as un intérieur un peu dominant, c'est d'aller lui chercher des fautes sur la tête, heu et c'est là où je veux en venir, c'est que, par exemple, tu vois, contre Nanterre, ils ont pas d'intérieur, ils ont des blessés à l'intérieur aussi. Je sais plus si c'est Ndiaye ou si c'était Falfay c'était Ndiaye qui jouait. Falfay Ouais, était Falfa était était blessé, ouais. était blessé. Hem, je crois qu'il s'est fait mal à un moment en plus et Kratzer, il a pris 15 rebonds, je sais plus combien il en prend, 13 ou 15 rebonds, un truc du genre. Il met des points, mais vite fait, mais parce que de toute façon, en fait, on va pas le servir en attaque. Lui, il prend les poubelles, donc il va prendre des points, notamment sur rebond offensif et sur les hoops quand il est laissé ouvert. Et ça m'a choqué, en fait, son match contre Nanterre parce que c'est une chose que je n'avais pas vue, de la saison, c'est le voir dominer littéralement à l'intérieur alors que, bah, c'est pas son rôle dans cette équipe et là, il a pris ses aises et il te permet d'avoir une assise à l'intérieur qui était quand même folle. En plus, quand Désir Rodriguez se fait expulser, bah, là, ils ont vraiment plus de matériel à l'intérieur en terre en face et lui, il fait le match qu'il veut, tranquillement et effectivement, tu dis plan B, plan C, bah, Mikael Antunen peut jouer 5 sur des séquences, mais comme on dit, de toute façon, il y a tellement de changements dans le 5 de départ, enfin dans le 5 sur le terrain. Les séquences, en fait, c'est les séquences de 5 qui rentrent et qui sortent ensemble, mais par exemple, un Justin Simon peut jouer 5 de temps en temps. Tu vois que quand même que physiquement, il est robuste. Tu peux même peut-être même du Banja, même s'il stretch beaucoup en attaque, heu, il te permet en tout cas d'avoir un peu de taille, des bras longs et du coup, bon, bah, ça peut passer. Effectivement, si tu avais un intérieur un peu plus, enfin, un intérieur de plus, on va dire, un Enzo Charvin, je pense, plutôt qu'un Kessens. Tu serais moins en difficulté sur ce genre de rotation. Ce serait peut-être moins casse-tête à imaginer pour Isallo, mais en tout cas, effectivement, il prend des fautes, mais ça marche, et tu te rends compte qu'il est hyper important finalement dans ce, dans le système, alors que, bah, tu ne le vois pas trop sur le terrain. Ouais et puis il y a des joueurs, pour, un petit peu poursuivre sur ce point, il y a des joueurs qui jouent aussi bien mieux que ce qu'ils ont pu faire en début de saison, justement avec ce small ball. Il y a typiquement, bah, tu le disais, un Justin Simon qui est le genre de joueur qui joue plus grand que sa taille
en vérité et qui a donc un bon impact, un bon impact quand tu le mets en «intérieur», entre guillemets. Et par exemple, bah, avant ce mois de mars, Justin Simon, c'était 17 minutes par match. Au mois de mars, c'est 25 minutes. Donc ça montre aussi que Thomas Cissalo s'appuie sur d'autres armes et j'ai presque envie de dire qu'aussi que cette, rotation «resserrée» entre guillemets avec, alors par contrainte, voilà, Charvin blessé, Kessens qui sont plutôt des choix. Bah, moi j'ai noté que ça limite aussi, les potentielles erreurs de joueurs, bah, qui sont légèrement moins bons que ce que tu disais, les arrières qui sont les meilleurs joueurs de l'équipe. Alors potentiellement, ça limite un peu les erreurs. On rentre presque dans un j'allais dire dans un mode playoff, mais oui, c'est le cas avec l'Eurocup. Donc voilà, et ça donne ben, à Justin Simon, là, quand on remarque, on peut faire peut-être un petit focus sur lui, mais on remarque que quand tu lui donnes plus de répétitions, plus de ballons, et ben là, il a l'air vraiment d'être rentré dans le système parisien. Il met également des tirs extérieurs maintenant, ce qu'il ne faisait pas. Je trouve qu'il a gagné en efficacité à la finition, alors qu'à son arrivée, il loupait quand même des fois des choses. On se demandait s'il n'avait pas un peu des mains carrées, quoi, carrément. Mais là, force est de constater qu'il a élevé son niveau comme l'ensemble des joueurs parisiens. Et là, je mets les leaders à part. Vraiment, tout le monde en ce moment, et je pense que c'est lié à ce qu'on disait, à la confiance accumulée, tout le monde joue quasiment son meilleur basket. Et c'est ce qui fait que Paris, de la première à 40e minute, est à un niveau très, très constant. Ouais, ouais, pour revenir sur Justin, je pense aussi qu'il comment dire? Il bénéficie, du calendrier très chargé pour monter en minutes et le fait est que quand il est monté en minutes, il a montré qu'il pouvait être, performant, bien plus que quand il est arrivé comme tu le citais tout à l'heure et finalement peut être un élément qui est presque indissociable dans l'équipe et que sur lequel tu peux te baser, pour faire ta rotation et heu et là où il y a encore peut-être 15 jours, 3 semaines, il y avait Kessens par exemple qui pouvait être aligné. Là, tu vois, il y a pas de débat, si j'ai envie de dire, sur le niveau de jeu des 2. En ce moment, en tout cas en ce moment, en même temps, il y en a un qui joue plus du tout, donc c'est bien et puis au-delà de Justin Simon, pour montrer aussi que l'équipe il y a en fait, je sais pas si la rotation est pour moi, la rotation est plus ouverte, mais elle est stable. C'est-à-dire je pense maintenant qu'elle bougera plus jusqu'à au moins la finale de l'Eurocup, mais par exemple, un Gauthier Denis, qui ne jouait plus depuis le début de saison ou très, très peu, voilà, le coach avait été assez clair sur sa future utilisation dans la saison, très, très tôt, dès le mois de septembre. Là, comme il y a besoin de faire reposer des cadres parce que c'est exactement ce qui se passe aussi, hein. Yann a été mis au repos, Herrera a été mis au repos plusieurs fois. Là tu fais, là tu i Coty il rentre, il met ses tirs, il fait le job et lui qui a souvent besoin de rythme pour se mettre en confiance, je me dis qu'avoir quelques matchs avant de jouer, les 2 à 3 matchs les plus importants de l'histoire du club, c'est bien aussi d'avoir cette option-là en stock, parce que, bah, qui que soit l'adversaire, s'il a envie de tirer et de marquer, il marquera donc c'est je trouve que vraiment c'est une bonne chose en plus de l'avoir relancé à ce moment-là de la saison et que lui aussi il croit au projet du coach, et que c'est plutôt bien vu comment sa saison s'est passée, par exemple. Ouais, je pense que maintenant, il y a une pleine maîtrise de l'ensemble des joueurs, du rôle qu'ils doivent avoir. Voilà, Nadir Hifi a mis quelques matchs en début de saison pour trouver son rôle. Là, c'est par exemple un Justin Simon qui trouve vraiment sa place. Sébastien Herrera, il a plutôt bien revenu également de sa blessure. Donc voilà, il y a vraiment ce sentiment que chacun sait le rôle qu'il doit avoir, ce qu'il doit faire sur le terrain et même de manière collective. Je vais reprendre un exemple du match contre Londres. Colin Malcolm disait à la mi-temps du match 2 qu'il devait se reprendre en défense, mettre plus d'intensité bah, pour tout simplement l'emporter. Et c'est ce qui s'est passé en seconde période. Paris a mis plus d'intensité, ils ont piqué des ballons, ils avaient des bien meilleures lectures des systèmes adverses. Ils ont multiplié les interceptions, multiplié les comptes, ça a donné du jeu rapide, le jeu parisien, et ils ont pas écrasé Londres, mais ils ont pris la mesure de Londres en seconde période. Et on a vraiment l'impression que si il y a
il y a certains matchs, tu peux adapter, comment dire? Tu peux appliquer ton plan de jeu à la lettre, ça va pas forcément se passer comme prévu. On a l'impression que Paris, s'ils suivent les consignes du coach Thiago Massidalo, allez, il y a 90 de chances qu'ils l'emportent, face aux équipes, on va dire, en dehors de Monaco, Asvel, hein, voilà. Mais en tout cas, les équipes qui sont à son niveau ou en dessous, si le plan de jeu est respecté, c'est quasiment victoire assurée jusqu'au bout et c'est ça qui est impressionnant dans un sport, dans le basket où, comme même le rappelait Thiago Massidalo, il peut y avoir de la variance, il y a un facteur chance. Bah, Paris minimise ce facteur chance dans quasiment toutes ses rencontres. Ouais, bah, en fait, alors moi, je vais rebondir sur Isalo et je voulais parler d'Iffy après. Mais en fait, limite, ton meilleur joueur, alors on parle de TJ Shorts forcément, mais en fait, ton meilleur élément dans cette équipe, c'est le coach. Mmh. C'est lui qui, avec sa vision du jeu et juste la manière dont il imagine, le basket pratiqué par son équipe, bah, quand même que c'est un tout autre niveau de concentration, de précision et de, bah, voilà, de justesse tellement tu vois que il ça pe l'équipe de Paris honnêtement depuis, pas forcément 16 matchs, mais on va dire depuis la Leaders Cup, pareil quand même, ressemble à ça ressemble à un rouleau compresseur et il y a tellement de confiance, mais je pense qu'il y a tellement de travail en amont que eux se sentent en confiance parce qu'ils savent qu'ils bossent et qu'il y a les résultats. Peut-être qu'en dehors, on peut se dire: «Ils gagnent ils gagnent tout le temps», il y aura peut-être un excès de confiance, mais je pense qu'en fait le coach fait en sorte, en interne de garder les gars focus pour que ça fonctionne. TJ Shorts qui est, voilà, on parle de Paris comme, on a vu la stat, mais c'est, le meilleur, rating offensif du monde en ce moment. Pas devant des équipes NBA, devant des équipes de Euroleague et cetera. C'est eux qui ont les meilleurs chiffres offensifs de, cette saison. C'est complètement fou. Sachant que l'année dernière, on n'a pas spécialement une équipe offensive et que l'an dernier, on jouait un basket ultra offensif avec de la possession en six or less. Là, tu joues pas forcément comme ça, mais tu es ultra efficace. Heu, Là, moi, c'est ça. En fait, je salue pour l'instant le travail du coach et je le saluerai sur la fin de saison de toute manière parce que, heu, bah, il y a eu la Leaders Cup, tu en finale d'Eurocup, si tu la remportes, mais ta saison est déjà réussie, allez 9 au 12 ou au 17 avril, ta saison elle sera déjà réussie. Ensuite, je voulais parler un peu de Nadir Hiffi parce que, bah, tu l'as cité, au début, on voit qu'il se cherchait. Il cherchait ses marques dans cette équipe. On a très vite vu qu'il s'intégrait de plus en plus. Là, aujourd'hui, il est tellement efficace. Il joue très peu. Il joue, quelque chose comme, 5, 6, 7 minutes de moins que quand il était au Portel, même je crois que c'est encore plus que ça. J'allais dire encore plus, hein, parce Je qu'au crois que c'est Portel, une il joue dizaine de minutes. énormément. Mmh. Il joue une dizaine de minutes et il est plus efficace, il met plus de points. C'est quand même, moi je trouve ça fou, sachant que la plupart des tirs qu'il prend sont très difficiles. Souvent c'est du pull-up, c'est du step back, il va chercher sur du drive. Il est très, très bon et alors il est pas, ultra régulier à tous les matchs comme peut l'être TJ Short, ça c'est évident. Mais quand il est dedans, ah, bah, tu peux rien faire, tu le regardes jouer et puis en attaque, il est tellement fort, il va toujours te garantir un minimum de points quasiment, et les jours où il est dedans, bah, il peut t'en coller, 35 comme il en a collé là, c'était contre Nancy, je crois. Il y avait rien à faire. Ouais, Nadir Hiffi qui est meilleur marqueur, du championnat de France avec 16,2 points en 21 minutes de jeu et ouais, il jouait 30 minutes de moyenne au Portel, la saison dernière donc C'est il ridicule. met quasi il met autant de points en 9 minutes, de moins donc c'est fou et il a surtout cette, capacité Nadir Hiffi même quand, on va dire qu'il est dans un petit peu moins bon jour, il a cette capacité à être ultra clutch, dans les matchs. J'ai presque envie de dire que les matchs pour lui, ils commencent presque dans le 4e quart-temps, c'est là où il est vraiment le meilleur et c'est le relais parfait d'un TJ Shorts qui, bah, fait entre guillemets, on va dire, le boulot tout le match, on va dire les 3 quarts et tu as un Nadir Hiffi qui peut prendre le relais dans ces moments-là. C'est quand même ultra précieux et je rajouterais juste sur, Thomas Izzalo, c'est fort à la fois il a l'air de pour l'instant en tout cas et on lui tire un coup de chapeau à la fin de la saison, de toute façon, mais à la fois sur le plan, du jeu, hem, la tactique qu'il met en place pour faire jouer son équipe, c'est très impressionnant et en même temps, ce que tu disais sur le fait de arriver à garder chaque joueur, concentré match après match, bah, aussi du coup sur le plan du management, donc c'est très impressionnant sur ces 2 axes-là.
on va dire que c'est rare d'avoir un coach qui peut maîtriser à ce point-là les 2. On a des fois plus un pendant, mais là, pour l'instant, en tout cas, avec ce groupe qu'il a constitué en grande partie, on sent que ça fonctionne. On verra si ça ira au bout de toutes les séances, mais en tout cas, pour le moment, c'est un grand succès. On va tout doucement se diriger vers la fin de cet épisode, mais on va se demander quand même, Flavien, est-ce que cette, cet élan-là de victoire peut encore continuer? Moi, je me demande si le pic de forme comme on peut parfois avoir ce terme dans le milieu sportif, alors c'est souvent pour des plus dans les cas individuels, de sport individuel, mais là, on sent qu'un peu Paris est un peu au firmament de ce qu'il peut faire, alors qu'on a nommé des faiblesses, hein, par exemple le secteur intérieur au final, voilà, mais on a l'impression que Paris est à son paroxysme en ce moment. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une baisse de régime dans les semaines à venir? Il y aura du coup la finale d'Eurocup à gérer au mois d'avril et au mois de mai, les playoffs de Betclic Elite. Qu'est-ce que toi tu en penses de cela? Bah, écoute, je suis content parce que quand j'ai vu que tu l'as mis au programme cette question, vraiment, en fait, je pense que Paris est au. Alors, ils sont N'est forcément. qu'au début peut-être de ça, de Alors, ce au pic de début, forme. alors, s'ils sont vraiment qu'au début, par contre, là, je serais extrêmement surpris, hein, je vais pas vous le cacher, hein. Mais là, en gros, la question, c'est est-ce qu'ils sont en forme trop tôt par Mmh. rapport aux échéances de fin de saison? Moi, je pense pas. Parce que s'ils n'avaient pas été en forme maintenant, là, sur le mois de mars, Tu serais pas en finale, bah, peut-être. voilà. En fait, c'est que pour être, là, ils sont en finale et tu déroules le tapis vert, tellement ça joue bien. Mais en vrai, il y avait tellement d'options sur le mois où tu peux te dire: «À la fin du mois de mars, je suis 5e de Betclic Elite et j'ai perdu en quart ou en demi-finale d'Eurocup» parce que tu es pas arrivé prêt au bon moment. Le fait que tu espères remporter l'Eurocup et avoir un bon classement à la fin de la saison régulière en championnat, c'est parce que là, tu as eu ce run maintenant, parce que tu es au il y a pas de je pense qu'il y a pas de mauvais moment pour être en forme. Mais c'est juste que là, tu as lancé la machine au bon moment parce que c'était le run final, en fait, il a démarré dès le mois de mars pour l'objectif principal. L'objectif principal, c'est te qualifier, on va dire, dans le top 3 en championnat pour les playoffs et remporter l'Eurocup. Et pour remporter l'Eurocup, il fallait passer par Badalone, il fallait passer par Londres et du coup, c'est des matchs sur lesquels tu n'as pas le droit à l'erreur. Surtout Badalone où, heu, c'est sur un match. Tu peux te faire sauter. En plus, avec un peu les frictions qu'il y avait eu en saison régulière, c'était vraiment, c'était vraiment pas un cadeau. Heu, Tu avais le droit à une erreur contre Londres que tu n'as heureusement pas saisie. Heu, je me dis là, tu fais le plein de confiance. Le fait est que, comme on l'a aussi cité, tu sens les joueurs focus, adhérer au projet. Je me dis que pour l'objectif de remporter l'Eurocup, tu pas trop tôt. Et après, bah, si tu quand tu auras remporté l'Eurocup, tu vas passer, quasiment un match par semaine. Là, c'est tout de suite autre chose parce qu'en plus tu as une fin de calendrier. Je crois que tu vas quand même jouer l'Asvel, Bourg, dans les équipes là qui restent. Tu vas jouer, Cholet, tu vas jouer Le Portel là-bas. Donc tu as quand même, on va dire, quelques équipes du top 8 qui te restent à affronter. Mais dans la globalité, c'est bien d'être, au top maintenant parce que ça te permet de te lancer, heu et heu et je le répète, hein, si Paris termine 4e et qu'ils ont remporté l'Eurocup, la saison est réussie, hein. Ouais, très clairement et c'est vrai que, bah, on peut parler du calendrier. Les finales de l'Eurocup se joueront, du 9 au 17 avril s'il y a besoin d'une belle. Mais c'est vrai que Paris aura entre guillemets, allez, quasiment plus de 3 semaines pour un petit peu se refaire du jus avant les playoffs tout simplement. Parce qu'il y aura du coup 5 matchs de championnat au mois d'avril. Bah, tu le disais, il y aura notamment la JL Bourg dans une dans potentiellement les finales d'Eurocup. Alors c'est un match Mais, qui pourrait être remis du coup. ouais, c'est ça, il y a eu une deman Paris a demandé à reporter le match. Voilà et donc du coup, bah, dans ce mois d'avril en championnat, tu as un peu de tout. Voilà, tu as des grosses confrontations contre la Gielbourg et l'Asvel, et tu as des matchs beaucoup plus abordables, Le Mans, Chalon-sur-Saône, au mois de mai, Roanne, Le Portel. Bon, alors c'est toutes des équipes qui joueront quand même quelque chose, normalement à ce moment-là. Mais voilà, le fait que les finales d'Eurocup soient quand même assez espacées des playoffs de Betclic Elite,
Ça donnera un avantage à Paris, bah, pour récupérer, pour se remettre, d'une éventuelle victoire ou défaite, que ce soit sur l'aspect mental ou physique. Mais voilà, on va dire que le calendrier, à la fois du mois de mars, comment il était dessiné avec notamment les matchs à domicile à la fin du mois et là, comment se dessine avril et mai, c'est plutôt à l'avantage, de Paris bah, pour tout simplement pouvoir faire poursuivre ce pic de forme, le plus longtemps possible. Ouais, bah, je j'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, bah, voilà, alors ça dépend si le match de Bourg est reporté, tu auras quand même, tu seras quasiment du 2 matchs par semaine, avec la fin de saison. Mmh. Mais rien d'insurmontable pour cette équipe qui est habituée au rythme à ce rythme-là et c'est des déplacements en France, hein. Tu te déplaces pas avec, 3 à 4 heures de trajet, que ce soit de l'avion ou du train. Là, la fin de saison, tu peux l'aborder de manière plutôt sereine, en championnat. En fait, quel que soit le résultat de l'Eurocup, globalement, il y aura pas trop de soucis et puis, bah, le but après, quand tu auras remporté cette Eurocup ou pas, ce sera d'arriver en play-off en forme. Mais effectivement, là, tu as tout un travail à refaire, heu, de préparation, que ce soit physique ou mental. Parce que là, après derrière, bah, tu peux te faire avoir en fait dès les quarts de finale encore une fois, je crois que c'est alors le format c'est quoi? C'est sur 3 matchs le quart ou c'est un en championnat? C'est 3-3. C'est 3. OK. Bon, bah, alors ça quand même tu quand même, une marge d'erreur, assez offerte Mmh. pour franchement non, non, mais voilà, le point clé de toute façon, c'est simple, c'est cette finale d'Eurocup. Derrière après, bah, tu verras comment ça se déroule et le champ le vu que Monaco semble quand même assez, intouchable en championnat, Oui. tu 4 victoires de retard déjà, il reste 8 matchs, 7 matchs. Bon, vaut mieux te focus sur aller chercher cette deuxième place, s'offrir un quart de finale plutôt ouvert contre le septième de Betclic Elite et puis, bah, derrière, t'éviter Monaco en demi. Je pense que c'est ça le plus important en championnat, sur la fin de saison. Ouais, tu as déjà quasiment sécurisé tu as sécurisé quasiment le top 4, on va dire, avec ces victoires contre Nanterre et bah, il faudrait faire le travail contre, l'Asvel ou la JL Bourg et avec ça, selon les résultats de ces matchs-là, tu pourrais t'assurer la deuxième place qui serait quand même, assez confortable. On va pas se le cacher, comme tu le disais, pour éviter notamment Monaco et bien, donc voilà, c'est sur cela qu'on va, terminer cet épisode. On va voir si Paris va continuer sur cette lancée au mois d'avril. Il le faudrait au moins jusqu'à la mi-avril. Ce serait une très bonne nouvelle pour Paris si ça tenait jusque-là. La saison serait déjà réussie. Ce serait alors une victoire en Eurocup. Mais voilà, on verra contre qui ce sera, soit la JL Bourg, soit Beşiktaş. Quand vous écouterez cet épisode, vous serez peut-être déjà au courant de l'adversaire parisien et on reviendra dessus pour présenter justement cette finale à venir, cette finale historique à venir pour le Paris Basketball. Seulement la deuxième année en Coupe d'Europe et déjà une finale. C'est assez incroyable pour cette équipe parisienne. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter, Paris Biball on air sur Instagram, notamment pour voir les magnifiques reels de Flavien, des matchs, notamment dans la belle enceinte désormais de l'Adidas Arena et non plus de la Carpentier. Ça change comme C'est c'est beaucoup de c'est choses. c'est plus sympa que de filmer dans le grenier, au fin fond là, de Carpentier, hein. Voilà, donc restez bien connectés et nous on se retrouvera donc du coup pour, bah, notamment parler de la finale d'Eurocup. Merci Flavien et on se dit donc à très vite. Bye bye. Allez, ciao, ciao.